invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Delphine Di Pizziotti est avec nous, responsable monde de l'asset management chez Indosuez Wealth Management. Bonsoir Delphine. Bonsoir Grégoire. À vos côtés, Étienne Gorgeon, responsable de l'activité obligataire de Sanso Longchamp Asset Management. Bonsoir Étienne. Bonsoir Grégoire. Et Gilles Etcheberry-Garay nous accompagne également, président et directeur des investissements Delcano Asset Management. Bonsoir Gilles. Bonsoir Grégoire. Delphine, c'est donc l'Europe qui change de visage et c'est un nouveau monde qui s'ouvre, en tout cas de nouvelles perspectives historiques peut-être pour l'Europe en tant que zone économique. Oui, pour ceux qui ont connu la chute du mur, maintenant ça va être, on peut appeler ça la chute du plafond de la dette peut-être, bien ou vu. l'explosion. Très bien vu. Du plafond de la dette, mais c'est clairement ce qu'on attendait, ce qu'on espérait depuis très longtemps, qui n'arrivait pas, et finalement, on sait que l'Europe finalement change que dans l'adversité, et là il fallait qu'un Donald Trump en face pour que ça nous fasse changer radicalement, et alors on n'a pas encore calculé évidemment les impacts macroéconomiques que ça va avoir, ce changement radical, mais probablement en tout cas pour ce fameux plafond de la dette qui explose, on va s'orienter vers des dettes en Allemagne qui vont peut-être toucher les 6%, enfin en tout cas les 5%. Ouais, j'ai vu 5,5, des estimations qui circulent, effectivement. C'est ça. Ça peut générer, j'ai vu en 2026, peut-être que l'Allemagne sera à 2% de croissance en 2026. Alors ce qui est intéressant, du coup, c'est quand même intéressant de remettre ça en perspective au global. C'est-à-dire que nous, on avait une croissance prévue, on va dire, hors choc exogène, soit des tarifs, soit des gros changements fiscaux, je dirais, européens, et packages fiscaux. On avait une croissance à 0,8 sur l'Europe, et puis un peu plus de 2,3, on est un peu au-dessus du consensus pour les États-Unis. Globalement, ce qu'on voit, c'est que la croissance de l'Europe, probablement, elle va être largement dopée par ce qui se passe. Et elle ne sera pas plus faible, en tout cas. Elle ne sera pas plus faible. En tout cas, elle ne sera pas plus faible. Et d'autre côté, au contraire, avec cette politique de tarifs, probablement qu'il y aura des révisions, probablement à la baisse. Est-ce que c'est 0,5% ? Enfin, on estime, en tout cas, on va voir si les tarifs sont stables, parce que, comme vous le disiez, il va peut-être revenir sur les 25% sur le Mexique et le Canada. Mais s'il ne revient pas sur ça, il est possible quand même qu'il y ait un impact sur le PIB. Alors cette année et probablement l'année prochaine, de 0,5 points. Donc au final, on a probablement les deux économies on se retrouve à niveau, qui vont se rejoindre. Ouais. Et ça, c'est quand même un game changer complet. Et c'est vraiment une chance pour l'Europe. Ça dépasse même ce qu'on pouvait imaginer, en tout cas dans le temps dans lequel les choses bougent. Aujourd'hui, Delphine, sans remonter jusqu'à la chute du mur, mais on a connu, vous avez tous suivi les crises qui ont marqué l'Europe ces dernières années. Là, il y a quand même quelque chose d'assez structurel qui semble prendre forme, au-delà de la capacité à sauver l'euro quand il faut, crise souveraine, ou à sauver les entreprises quand on les met sous cloche, crise Covid. Là, il y a quand même l'idée de se projeter aussi, j'ai l'impression. Oui. Et notamment dans ce contexte où Trump n'est probablement, c'est qu'il n'est pas durable. Il a une durée de vie. Il a une durée de vie. Mais en tout cas, politiquement, dans 2 ans ou maximum 4 ans, il ne sera plus là, mais définitivement. Après, vous me direz qu'est-ce qu'il y a par la suite. Oui, c'est la question. En tout cas, lui, il ne sera plus là. Par contre, l'Europe, le changement qu'on a pour l'Europe, c'est pas pour 4 ans ou pas pour 2 ans qu'on est en train de le faire. Et je pense qu'il y a une vraiment prise en compte, une prise en compte en fait de l'Europe entière qu'à un moment donné, il faut être indépendant. Et ça va changer la perception des investisseurs globaux sur l'Europe. On arrêtera un peu le narratif de l'Europe toujours médiocre, l'Europe sans potentiel de croissance, l'Europe qui laisse ses économies stagner, etc. Ce narratif-là, il peut changer quand même à terme. Peut-être pas demain. Il y aura sans doute des risques d'exécution, il y a encore des épreuves à franchir. Mais le signal, il est fort, là. Et les marchés l'achètent en plus. Alors, on va voir si ça se matérialise vraiment par les flux, parce que pour l'instant, on l'a pas complètement... Mais même si l'Europe a une très belle performance depuis le début de l'année, liée quand même à quelques secteurs en particulier, les banques et puis un petit peu la défense. Mais on va voir si vraiment ça se matérialise sur des flux de long terme, parce que pour l'instant, ce n'était pas le cas. A priori, ça devrait être quand même un signal, un catalyseur que les Américains, en tout cas les investisseurs américains, attendaient, dans un univers où ils ne peuvent pas investir non plus sur les pays émergents, parce que les pays émergents, c'est principalement la Chine. Donc, c'est la diversification peut-être attendue. Au-delà de ça, sur la partie américaine,
On y viendra après. Ah bon. On va rester sur l'Europe un peu. Ouais, tour de table sur l'Europe. Si, quand même, 5 mars 2025, je ne sais pas encore une fois, mais ça peut être une date importante. Il y avait le 8 mai 2020 quand Angela Merkel et Emmanuel Macron annoncent l'emprunt européen Covid et le plan Next Gen EU. Je ne vous refais pas le 26 juillet 2012, Whatever It Takes Moment de Mario Draghi. Peut-être que le 5 mars 2025 s'inscrit dans cette série de dates historiques pour l'Europe, Étienne. Moi, je vais oser une citation, si vous me permettez, Grégoire. Il y a des décennies où rien ne se passe, il y a des semaines où des décennies se produisent. Alors évidemment, c'est pas de moi, c'est Lénine. Magnifique. Et je trouve que ça s'adapte tellement à l'Europe. L'Europe, c'est... Moi, j'étais frappé, j'étais sur vos plateaux, c'était début décembre, à un moment où l'Europe bashing battait son plein, on va dire. On était au max. On en discutait avec vos convives. Moi, j'étais très surpris du niveau de la perception des autres et des investisseurs sur l'Europe, sachant que quand ça se passe mal, on fait 0 de croissance, quand ça se passe bien, on fait 1,5. Il y a cette forme de résilience dans une structure qui est lente, donc la Commission européenne, toute l'infrastructure européenne qui est lente, mais qui entend. C'est-à-dire qu'il y a quand même M. Draghi qui est revenu à la charge avec son plan. On sent que tous les problèmes de régulation ont été mis sur la table. On sentait qu'il y avait quelque part une pression qui montait et qu'il fallait juste que quelqu'un dégoupille. Et ce quelqu'un, c'est Trump. Donc je pense que l'histoire pourra le remercier de nous avoir libérés. On va lui ériger des statues en Europe, c'est ça, à Trump, ouais, en or. Peut-être que attendons un peu, mais pourquoi pas. Ces mecs Europe, Greta Thunberg, grâce à lui, en fait, ils vont libérer une énergie. Moi, je pense que ce qui est en train de se produire. Bon, alors tout n'est pas encore clair parce que on a eu quelques informations hier. Il faut être sûr que les Verts vont voter. Oui. Il faut suivre. Il y a d'autres. Mais je trouve que ça y est, la parole se libère, tout le monde se libère, et quelque part aussi, puisque finalement la France était toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est quelque part un peu un rappel que ça faisait un bout de temps que la France disait. Peut-être que vos règles d'austérité, ça marche plus quand on a en face de nous des machines à billets qui tournent à plein régime. Enfin, moi, ça me fait du bien. C'est une bonne journée. Avec 6% de déficit en France, on a été précurseur, c'est ça ? On avait un temps d'avance, c'est ça, Étienne ? L'idée, c'est que on peut tout entendre aujourd'hui. La Réserve fédérale a inventé ce concept de nouvelle théorie monétaire où on fait du déficit budgétaire. C'est la Réserve fédérale qui finance. Oui, c'est pas la Fed qui a endossé la MMT. Hein. Enfin, mais il se trouve qu'elle a endossé en partie, puisque Yellen suivait largement son trésor précédent, et en tant que responsable du Trésor, elle a fait marcher, elle a industrialisé le principe. Et donc nous, en Europe, on était là à s'interroger, à se poser des questions. Et donc, à part quelques pays dont la France, et je pense que on peut le faire. On a une banque centrale pour le faire, on a une structure économique pour le faire. C'est bien. Ouais. Gilles, vos commentaires? Je dirais que Trump, du point de vue géopolitique, c'est un peu comme le Brexit du point de vue organisationnel. Je veux dire, on a le même facteur populiste anglo-saxon qui, quelque part, a tué en Europe les mouvements eurosceptiques, ou en tout cas de sortie. Et là, Trump remet au milieu de la table la fin de l'OTAN et de l'équipe stratégique post-Seconde Guerre mondiale. Et c'est un coût énorme pour l'Europe, qui est prête à assumer maintenant, mais parce qu'il y a des problèmes de parapluie nucléaire, il y a plein de problèmes, parce que quelque part, nos intérêts stratégiques globaux divergent, on voit bien divergent des Américains. Les Américains veulent maintenir probablement une Russie en état soit de séparer la Chine, le reverse Kissinger qui paraît illusoire, soit au moins de se maintenir face à la Chine, alors que l'intérêt des Européens, c'est quasiment la disparition de la Russie. Et la conviction stratégique des États-Unis, c'est que la Russie va faire barrage à la Chine. Non, la conviction stratégique aujourd'hui, c'est à mon sens, et l'explication théorique géopolitique, c'est de dire on va faire au mieux un reverse Kissinger, donc séparer les Russes de la Chine, ce qui paraît probable. Ils ont plutôt eu tendance à se rapprocher depuis quelques années. Au pire, empêcher la Russie d'exploser pour pas laisser un vide en Sibérie devant les Chinois. Oui, moi j'entends. Voilà, quelque part dans l'administration américaine, mais y compris sous Biden, il y avait cette volonté d'empêcher les Russes de gagner, mais de ne pas faire perdre les Russes. Alors que les Européens, maintenant, sont venus dans le camp, il faut faire perdre les Russes. Alors, on n'a pas les mêmes moyens, et voilà, mais tout ça. Mais en tout cas, il y avait quand même toujours eu ce hiatus de dire la vision, c'était empêcher les Russes de gagner, mais pas que la Russie disparaisse. Capitule. Ou disparaisse. Collapse. Pour laisser le champ libre à la Corée du Nord, à la Chine, de ça. Et je pense qu'aujourd'hui, cette vision
si tant est que Trump puisse avoir une opposition géopolitique, mais il y a quelque chose derrière oui. voilà, qui est un peu béante. Et donc, effectivement, c'est un choix fort, mais qui a des implications financières. Et vous dites quoi? Ça veut dire, derrière l'enthousiasme du jour sur ces annonces européennes, on va vite se retrouver confronté à des questions d'intendance, de finances publiques, de comment on organise tout ça. Est-ce que tous les pays peuvent tenir à 6% de déficit, que l'Allemagne passe de, je ne sais pas combien ils sont aujourd'hui, mais moins de 3 à 5,5 sur quelques années, ça pose de problème à personne. Mais il y a deux dimensions. Il y a la dimension infrastructure allemande et la dimension militaire. La dimension infrastructure allemande, c'est une dimension purement allemande qui est quelque part le pendant du déficit français. Enfin, le pendant du déficit français, c'était l'épargne allemande. Et il y avait une relation symbiotique. Les 6% de France sont aussi parce qu'il y avait l'excédent en Allemagne. Si l'Allemagne passe en excédent, mécaniquement, nous, on va accélérer. Enfin, voilà. Donc, un déséquilibre qui se retrouve des deux côtés. Oui, c'est un équilibre qui était quelque part symbiotique. Hein. Chacun faisait ce qu'il avait envie de faire. Les Allemands épargnaient et nous dépensaient. Mais quelque part, on travaillait ensemble de ce côté-là. Donc là, je veux dire... l'aspect infrastructure, s'il est maintenu, c'est un changement fondamental dans l'équilibre interne de l'Allemagne et de l'Europe et des équilibres, je dirais, épargne-investissement européen. La partie militaire, elle dépend comme de ce qui arrive en Ukraine. S'il y a une paix avec un maintien de l'autonomie stratégique ukrainienne, je pense que les efforts de défense vont vite s'arrêter parce que quelque part, la Russie derrière aura subi une telle défaite stratégique que c'est notre seul ennemi. Je veux dire, Trump, il a un beautiful océan, mais nous, si on n'a plus les Russes derrière, on a un militaire d'un côté et l'Himalaya de l'autre. Hein. Je veux dire, c'est l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, c'est une réalité géostratégique. Et donc ça, je ne sais pas si... Enfin, ça évoluera dépendant de ce qui se passe en Ukraine. Malheureusement, voilà. Et pour ce maintien, cette autonomie et cette volonté de réarmer l'Europe. Ouais. Après, je pense que l'autonomie stratégique plus large géopolitique, oui, elle est créée définitivement aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Mais on n'a pas les moyens complètement de la faire. Mais en tout cas, maintenant, l'OTAN brain dead devient... la voie est tracée, la feuille de route est ouverte. Quoi. On voit bien qu'on peut pas dépendre des Américains tous les 4 ans, parce que Trump va disparaître dans 4 ans. Oui, mais le mouvement, c'est comme j'ai le Brexit. Je veux dire, le Brexit, les conservateurs qui ont initié le Brexit sont morts, mais derrière, il y a réforme qui va faire 30% et qui est quelque chose qui va rester. Et je pense que la partie MAGA ne sera plus majoritaire. Mais restera une force politique dans le paysage c'est Lindbergh américain. On retrouve Lindbergh des années 40 qui a perdu contre Roosevelt, mais qui était dans cette vision isolationniste, proto-fasciste. Voilà. Étienne. Non, moi simplement le point que je voulais rajouter, c'est que Draghi parle le premier, Macron en boîte, c'est les Allemands qui sortent le carnet de chèques et qui y vont. Et la Commission européenne qui suit derrière. Ce qui est intéressant, c'est que ça vienne des Allemands, parce que anecdotiquement, c'est pas du tout dans leur intérêt d'un point de vue économique et démographique. Juste un point, c'est-à-dire que l'Allemagne va avoir à peu près la même population que la France dans les 10 prochaines années. Donc, eux, en fait, ils ont besoin d'épargne pour financer la grande dépendance, etc. Donc ce qu'ils font, c'est vraiment spectaculaire. Oui. Parce que pas totalement dans le sens de leur histoire. Il y a peut-être un juste milieu. On vous dit que c'est une journée un peu exceptionnelle, c'est exceptionnel à plein d'égards. C'est-à-dire qu'on sort d'un... Oui, mais c'est la Zweitenwende, c'est le changement d'époque. C'est-à-dire, géostratégiquement, l'Allemagne était atlantiste et sous le parapluie nucléaire américain. Ce qui n'a jamais été le cas de la France. Et aujourd'hui, il se rallie, enfin Merz en tout cas, on va voir si se rallie à cette vision d'extension éventuelle du parapluie français. C'est le De Gaulle allemand. Et de re-hiérarchisation des priorités. Oui, et de rééquilibrage aussi de la relation, puisque les Français surconsommaient parce que les Allemands sous-investissaient. Et il n'y a pas eu d'investissement en Allemagne depuis 10 ans. Un mot au gérant obligataire, Étienne. Si l'Allemagne, comme vous dites, sort le carnet de chèques et que l'Allemagne s'endette comme elle ne se serait jamais endettée depuis l'après-guerre, comment comment on traite le Bund? C'est-à-dire le Bund change de statut. Moi, j'ai toujours entendu never short, never sell the Bund, etc. Là, c'est un peu différent. Non, je pense pas. Il y a un déficit. Alors, il y a plusieurs choses. C'est que les marchés ont réagi violemment. Donc, au total, ça fait 30 points de base, puisque c'était 10 points de base hier, 20 points de base aujourd'hui. Donc, au total, 30 points de base. Ce qui est assez intéressant, c'est que les taux montent de 30 points de base en Europe, ils baissent de 40 points de base. Ah oui. 60 points de base. Grande reconvergence. Grande reconvergence. Aux États-Unis. Donc c'est rare de voir. C'est rare, j'imagine. Il y a une corrélation. Quand les taux bougent de 100, 70 100 vont dans le même sens. Donc là, c'est assez unique. Et pour moi, le point central, c'est que là, les taux bougent sur une peur d'une surabondance de papier.
qui va être là, mais simplement il y a un besoin structurel de papier de faible risque, voire de sans risque, ce qui est la signature de l'Allemagne. Donc moi je suis pas trop inquiet par rapport à ça. Je pense que c'est un mouvement qui devrait se normaliser dans les prochaines semaines, prochains mois, une fois que tout le monde aura à peu près compris ce qui se passera. La signature allemande n'est pas abîmée à travers ces annonces. Allemande n'est pas abîmée et c'est un timing qui est assez bon parce qu'en plus l'inflation est en train de refluer. Si l'inflation n'était pas dans cette phase de reflux, ça aurait été beaucoup plus compliqué et probablement beaucoup plus sévère sur les taux en Europe. Là, moi, j'ai rarement vu des taux remonter uniquement pour des problématiques de taille. Notamment, encore une fois, il y a un déficit de papier Oui, bien sûr, pour les épargnants. Bien sûr. Non, je suis pas trop inquiet. La Banque centrale devrait baisser ses taux comme ça, c'était prévu. Ça va ressoutenir à un moment ou un autre les marchés. La vraie question, c'est est-ce que ce que est en train de faire Monsieur Trump aux États-Unis va générer de l'inflation et quand et dans quelle mesure? Et là, les corrélations devraient revenir. C'est-à-dire qu'en Europe, ça pourrait redevenir un peu plus compliqué. D'accord. Bon, bah justement, parlons de la partie américaine. Delphine, c'est vrai que je le disais, là, c'est 44e ou 45e jour, je crois, d'exercice du pouvoir de Donald Trump. Il semble, alors sur la question des tarifs, en tout cas, il semble un peu cornerisé, là. On ne sait plus trop. Il les met, il les reporte, il les remet. Et puis, dès le jour où il les remet, son secrétaire au commerce dit non, mais attendez, vous allez voir, on va préciser tout ça, etc. Bon. Visiblement, ça abîme aussi un peu la confiance des investisseurs, là. Je pense qu'il faut prendre un peu de recul par rapport à ça, parce qu'on savait que de toute façon, avec Trump, on aurait une annonce par jour, même voire une par seconde, parfois. Donc, le constat que fait Donald Trump, il est juste au final. C'est que l'économie américaine, elle est en déclin. Enfin, ils sont en passe de perdre cette première place de leader mondial. Donc elle est en déclin et c'est vrai. Pour le fentanyl, on regarde ça, on se dit c'est pourquoi il fait une fixette là-dessus. Je crois qu'on ne prend pas bien la mesure, je suis d'accord avec vous. C'est un truc on ne énorme. prend pas bien la mesure. Ça on fait baisser la population active, ça fait baisser obésité, fentanyl, crise des opioïdes. Tout ça abîme la population active américaine. C'est même pas que ça abîme, c'est que c'est le seul pays développé qui voit son espérance de vie baisser depuis 2015. On en avait déjà parlé. Ça fait 10 ans qu'on en parle ensemble parce que c'est un sujet qui me passionne pour le coup. Mais depuis 2015, alors en fait, si on regarde depuis 2015, l'espérance de vie, elle est stagnante. Elle avait baissé, puis après, il y a eu le Covid, etc. Ça a baissé, puis là, ça a remonté. Mais globalement, depuis 2015, l'espérance de vie, c'est en gros 79 ans aux États-Unis. Vous savez ce que ça a fait en 10 ans en France, l'espérance de vie ? On est passé de 82 à 85 ans. Parce qu'il y a des changements radicaux aussi, des innovations de santé qui font augmenter l'espérance de vie dans le monde. Et aux États-Unis, c'était plutôt en baisse. Là, ça a rattrapé un tout petit peu. Mais il a raison. C'est que les opioïdes, ça tue les Américains. Et ça crée ce déclin américain. Alors, il n'y a pas que ça. Et c'est pas nouveau. C'est que je suis fondamentalement convaincu que aussi le déclin américain vient des années 2010. Au-delà de cette histoire d'opioïdes, c'est le fait de devenir indépendant sur le point énergétiquement. Et ça, on passe de la première puissance de demandeur au monde, et maintenant c'est plutôt la Chine, à premier producteur. Et donc le rapport de force n'est plus le même. Le rapport de force n'est plus le même. Et là, on est en train de changer. En plus, on ne parie pas sur l'énergie de demain, entre nous, sur le fracking, sur la partie pétrolière et gaz. Je ne suis pas sûr que ce soit l'énergie de demain. Donc, il faut aussi du solaire. Texas, c'est un gros pays. C'est vraiment pas le gros de la politiquement, c'est pas le. Le Texas produit plus d'énergie renouvelable que l'Allemagne. Que l'Allemagne, oui. Enfin bon, l'Allemagne n'est pas une référence non plus. Mais c'est pas affiché comme un objectif aujourd'hui par l'administration Trump, on est d'accord. Donc, sur le constat, c'est clair. Après, donc c'est pour ça, ne nous laissons pas. Et finalement, M. Trump est assez lisible parce que on connaît les cartes et il les a quand même mis sur la table, on sait. Donc il va jouer avec certains paramètres, etc. On sait ce que ça va être. Prenons un peu de recul, mais on sait qu'il veut stopper ce déclin, sachant que, moi je rejoins, je pense que la donnée clé
de tout ça, c'est quand même l'inflation, parce que si l'inflation repart, on est quand même Oui. et aux États-Unis et en Europe. Ah bah politiquement, il est Ça va être sorti compliqué. du jeu. Ça quoi. va être très Oui. compliqué. Donc c'est quand même cette ligne de conduite à long terme qui est quand même assez claire. C'est stopper le déclin américain et puis reconstruire l'Europe de ce côté-là. Et sur l'Europe, là, et ce qui est vraiment aussi intéressant, c'est qu'on n'abandonne pas la partie ESG, qu'on est toujours dans cette transition énergétique, qui est l'avenir de l'énergie de demain. On ne peut pas construire l'avenir sur l'énergie du passé, comme le fait les États-Unis. Et ça, je pense que ça, c'est une erreur stratégique qu'ils vont payer plus tard. Après, il y a toute la partie court terme. Et moi, je reviens d'Asie, là. J'ai passé une semaine en Asie où j'ai vu nos investisseurs à Singapour et Hong Kong. Alors, on a beaucoup de clients chinois, etc. Mais eux, c'est très contents, court terme. Parce que ça crée de la volatilité sur le marché. Donc ça crée des opportunités, de pouvoir... parce que les investisseurs asiatiques sont très court-termistes, enfin, ou en tout cas... Ils aiment l'adrénaline. Voilà, ils aiment bien faire bouger les pauses, on va dire. Et donc là, c'est exactement ce qu'ils veulent. Mais après... Mais pour réinvestir le marché américain, pourquoi pas? Eux, ils sont... ils sont agnostiques, j'imagine. Agnostiques. Ils sont investisseurs. Par contre, quand on va leur parler de Trump et la stratégie de Trump et tout, mais ils disent, mais en fait... À la fin, c'est pas, nous, ça ne nous importe pas parce que le long terme, il est écrit sans Trump. Parce que Trump, c'est forcément une parenthèse. Mais une parenthèse probablement qui va ralentir les États-Unis. Donc, et qui va renforcer la Chine. En gros, s'il est. C'est la vision qu'ils ont. Ouais, bah. Voilà. Donc on est quand même sur un monde différent. Je pense que sur l'Europe, on est très impacté par rapport à ce qui se fait les États-Unis. Mais que ce soit Middle East, où là, vraiment, mais aucun intérêt de ce qui se passe aux États-Unis, ou que ça soit en Asie, où là, c'est plutôt des opportunités de marché. Mais au final, encore une fois... L'histoire est écrite pour eux. D'accord. Il n'y a pas... Bon, bah... Ne laissez pas... aveuglé par Trump. Bon. En tout cas, à court terme, là, tous les Trump trades sont revenus à la case départ. Mais de toute façon, il y a une rupture. Nous, on avait écrit sur Trump 1 et Trump 2.0. Donc Trump 2.0, serait complètement différent. Et je dirais, ça a été dit par Scott Bessent le dimanche dernier. Aujourd'hui, le plan... on attendait une croissance inflationniste, on n'aura pas de croissance inflationniste. Aujourd'hui, le plan Trump 2.0, c'est de refroidir de façon contrôlée l'économie américaine, de diminuer, si c'est politiquement acceptable, les dépenses, y compris militaires et sociales, pour derrière baisser les impôts et déréguler et repartir sur une nouvelle économie encore plus libérale. Donc là, il est dans une phase où il est prêt à assumer. Alors, il a fixé la baisse des taux longs comme étant un objectif. Ça tombe bien, quand l'économie la ralentit, les taux longs ont plutôt tendance à baisser. Donc c'est ça qu'il faut suivre aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ce que... Et on est prêt, s'il y a un peu de little disturbance, s'il y a un peu de douleur, un peu de perturbation, on est OK avec ça. Alors on est OK. À mon avis, il y a quand même une vision, un hiatus de vision entre Elon Musk... un seuil de douleur quand même. Entre Elon Musk qui veut raser l'État américain et Trump il y a un moment où il veut s'arrêter parce qu'il a dit on ne veut pas laisser Medicaid, Medicare et la Social Security, qui est la retraite. Donc il y a une vision de dire je réduis, je fais la douleur, derrière je reconstruis mieux avec moins d'impôts, moins de régulation et un État, je veux dire, c'est la vision, je veux dire, des technobros libertariens de refaire mieux. Problème politiquement, à mon avis, ça paraît très compliqué, mais on est là. Donc ça, c'est la prise de conscience qu'on passe d'une croissance inflationniste à un refroidissement contrôlé. Et donc, c'est pour ça que les taux ont touché le plus haut avant Trump. Et que depuis, on parle de cette option de 10 ans, et ainsi de suite. Et de toute façon, l'effet qui se passe sur les dépenses, parce qu'il faut voir que pour un fonctionnaire viré, il y a un consultant qui est aussi viré. Enfin, il y a... il y a des effets indirects. Il y a des effets indirects qui sont monstrueux. Aujourd'hui, on est sur un refroidissement de l'économie américaine à travers diminution de la... Vous ne voyez pas de retour de l'inflation, là? Moi, je pense que l'inflation, c'est le problème de demain. Le problème de demain, c'est la croissance. D'accord. Là, on est... Donc l'inflation, c'est le problème d'hier. D'hier, pardon. Oui, ok. Et que c'est la croissance du problème de demain à travers les problématiques d'immobilier, même si Scott Bessent dit on va dégeler le marché immobilier à travers la baisse des taux, à travers l'impact de la baisse des dépenses, y compris sociales, puisque là, ce qui veut être voté, c'est quand même diminution de Medicaid d'un tiers, Medicare un tiers, et aussi de la défense. Donc l'impact keynésien de ce qu'a fait. En plus, il faut voir que le multiplicateur, on l'a bien vu avec Biden, que le multiplicateur de keynésien de la dépense est beaucoup plus efficace que le multiplicateur de la baisse d'impôts. Et aujourd'hui, on a une vision de substituer les dépenses sociales à de la baisse d'impôts. Et donc, ce qui
un impact. Donc aujourd'hui, on est sur cette vision-là, et je pense que les marchés, en particulier les marchés américains, l'acceptent, et c'est pour ça que les taux, on a plus 4% sur les taux américains. C'est la révolution. Je veux dire, avant, il fallait avoir des taux allemands et des actions américaines pour la croissance. Et là, c'est l'inverse. Il faut avoir des actions européennes et des taux américains. C'était le combo c'est le combo du début d'année. Et donc, effectivement, la question, c'est les tarifs. Aujourd'hui, et pour ce qu'a dit Lutznik tout à l'heure sur le Canada, c'est rendez-vous le 2 avril. Oui. C'est-à-dire que c'est pas le fentanyl. Parce que là, on change d'argument. Là, c'est les questions de sécurité, fentanyl, frontières qui justifient cette mise en place de tarifs. Au 2 avril, le rapport sur le trade américain par le Trésor sera rendu, et là, on pourra prendre des décisions sur des déséquilibres commerciaux justifiés. Le FART, le Trump FART, faire un reciprocal tarif, mais qui veut dire autre chose. C'est ça, oui. Et voilà. Donc, voilà. Mais, et là, la mécanique va se mettre en place, avec l'Union européenne, probablement. Ça sera l'impact à mesurer. Et avec le fait que les réciprocales, chaque fois qu'on aura une annonce comme les Canadiens d'une mesure de contrebalance, les Américains en monteront dessus. Donc il y a quand même le risque de guerre commerciale, il ne faut pas, je pense, se laisser endormir. D'accord, pas être trop complaisant par rapport à ça. Le risque existe toujours, mais il va être délivré probablement le 2 avril de façon globale, parce qu'on aura les Japonais, les Européens, qui serviront et qui seront beaucoup plus marqués. Bon, sur le marché américain. Surtout s'ils excluent la TVA comme comme étant une barrière tarifaire également. Sur le marché américain, qu'est-ce que vous dites chez Sansot, Longchamp, Asset Management, Étienne? Ouais. Et puis les taux, moi ça m'intéresse, comment on gère là? Est-ce qu'on a envie d'être long, duration US? Est-ce que c'est le bon moment de l'être, etc. Alors, première chose, si je fais très top-down pour répondre à votre question, Grégoire, première chose, c'est que c'est un environnement un peu unique, parce que ce que fait Trump en ce moment est une vieille idée. Ça date de 1890, c'est McKinley. Les tarifs. Donc les tarifs, qu'on n'a pas besoin de revenus en dehors des barrières douanières, on s'en sortira très très bien. Ils étaient largement au-dessus des 90% à l'époque. L'impôt sur le revenu a été inventé par Roosevelt à partir de 1907. Il a commencé progressivement, ce qui a créé une crise financière. Au passage, 1907, c'est une très mauvaise année sur les marchés. Ça a été un gros fourbi. Première chose, c'est que nous, on sort de 50 années de globalisation. Donc, ce qu'il est en train de faire, c'est une forme de déglobalisation. On ne peut pas imaginer qu'il ne va pas y avoir de perturbations. Les perturbations, je m'attendais à ce qu'elles soient un tout petit peu, qu'elles arrivent, mais un peu plus lentement. En fait, elles arrivent c'est quasiment spot. Nous, chez Sansot Longchamp, on a toutes nos données à haute fréquence. Et on le voit d'ailleurs dans les études. Tout pointe vers, effectivement, un ralentissement économique, mais également aussi une résilience de l'inflation. Et ce que fait le Doge, c'est très visible. On voit les dégâts que ça fait sur les allocations chômage jeudi dernier. Les allocations chômage qui tombent à 14h30, on a exactement les mêmes sur les 3 États où il y a le plus de fonctionnaires. C'est une ligne droite. Ils y vont. Donc ça c'est la première chose. C'est-à-dire que je pense qu'il est vain d'avoir une conviction trop forte. Je pense qu'avoir une conviction trop forte dans cet environnement, c'est probablement s'exposer à des déconvenues d'un point de vue marché, parce qu'on est dans un environnement où effectivement, tout peut se passer. Mais pour l'instant, ce qu'on voit, c'est plutôt ralentissement de la croissance, mais maintien de l'inflation. Ça s'appelle la stagflation. Je ne vois pas en quoi ça peut être bon pour les marchés à risque. Je vois pas. Oui. Non, mais c'est le pire des scénarios d'ailleurs. Deuxième chose, alors stagflation, c'est un gros mot parce qu'on ne sait pas de quoi on parle, etc. Mais en tout cas, la dynamique, et les marchés aiment bien les dynamiques, est pas super. Le marché des taux a déjà réagi avec 60 points de base de baisse. Et donc que les marchés actions réagissent, ça me surprend pas trop. Premier point. Deuxième point, moi je m'interroge énormément sur mon sujet principal, c'est put Trump. Il est là ou il est plus là? Donc le put Trump, c'est simple. Ah oui, c'est put Trump. Oui. C'est simple, c'est que les investisseurs sont convaincus que Trump n'a que Dieu que pour le S&P, que le S&P au plus haut, c'est ce qu'il veut, et que donc il va ajuster sa communication en fonction des réactions du marché. Donc en fait, la réaction du marché est une forme de veto sur la politique de Trump. Peut-être. Je suis de moins en moins sûr. J'ai pas une conviction très forte non plus, mais je suis de moins en moins sûr. En tout cas, une chose est sûre. Il a dit, on est prêt à accepter un peu de douleur là pour commencer. Je pense que le un peu de douleur est quelque chose qu'il ne maîtrise pas. C'est que pour l'instant, ce que fait la Réserve fédérale, ce que fait Bessent, ce que fait Trump, et avec Musk, ils arrivent à peu près à contrôler les marchés. Ils arrivent à peu près à contrôler le 10 ans, ils arrivent à peu près à... on voit la réaction du S&P, ils y arrivent un tout petit peu. On a perdu 5% sur le S&P. Oui, c'est ça. Donc ils arrivent à peu près à ce qu'ils veulent faire. Ce qu'on sait également, c'est que par moment, les marchés réagissent
plus du tout à ce qu'on leur explique. 2008, la Fed était totalement à l'envers, les politiques n'y arrivaient pas. Il y a des moments où ça part et ça sort un peu du champ du politique. Et donc, et on n'a pas encore la réponse de ça. Donc moi, j'ai un biais assez défensif sur tout en ce moment parce que simplement, quand l'incertitude est forte, je peux consciemment me sentir décontracté. Après, c'est peut-être pas le moment de parler de l'allocation, mais il y a des choses intéressantes. Si, on peut y aller. Oui. Mais moi, dans les choses que je trouve simples en ce moment, déjà, je trouve que l'Europe est plus simple que les États-Unis. Exactement le message qu'on avait hier. Oui. Que l'obligataire, c'est plus visible. Que l'obligataire européen est beaucoup plus simple, même sur les variations assez violentes. Si vous restez sur une partie relativement courte et si vous faites du crédit, par exemple, vous avez... Ça bouge moins que ce qu'on a vu sur le Bund, quoi. Pour l'instant, c'est extrêmement résistant. Parce que là, on est en pleine période des résultats et vous avez des boîtes qui... ça se passe bien, en fait. Si vous voulez, même les boîtes qui étaient un peu compliquées, type... il y a du retailer français type Auchan, ça se passe relativement bien. Et donc, finalement, on a un coupon qui est relativement attractif. On arrive à sortir sur du mélange investment grade high yield, ce qu'on appelle le crossover dans notre jargon. On arrive encore à sortir des rendements qui se baladent entre 4 et 5, en prenant des risques qui nous paraissent à peu près OK, parce que justement, l'économie est ni trop chaude ni trop froide. Donc, super position d'attente, quoi. Moi j'adore. Oui. C'est l'endroit que je trouve le plus évident. Et puis après, il y a plein de pépites en ce moment qui sortent. Il y a plein de belles choses à faire sur le crédit. Et comme sur le marché action, vous avez mentionné Rheinmetall, celui qui a fait short Nvidia. Laurent Rheinmetall, il a fait x2 depuis le début de l'année. C'était super. Mais il y a plein de boîtes comme ça en France et en Europe, de manière générale, qui marchent bien. Donc, moi, j'ai une position de repli. J'ai mis plutôt des protections dans mes portefeuilles flexibles obligataires. J'ai pas du tout envie d'être exposé ni en long ni en short sur la courbe américaine. Elle ne m'inspire pas. Je ne sais pas à quel moment le marché va continuer à s'intéresser à la croissance, comme c'est le cas en ce moment, et à quel moment il va se dire non, la croissance, c'est plus le sujet, maintenant c'est l'inflation. Et vu que Donc, position un peu différente. Vous dites, on peut tout à fait se retrouver demain avec un marché à nouveau focalisé sur la question de l'inflation aux États-Unis et des taux longs qui repartirait en direction des 5%. Quand je vois les ISM price paid, quand je vois pas mal d'indicateurs, notamment de marché, et puis finalement le CPI d'il y a quelques semaines, sachant que la saisonnalité aux États-Unis est très défavorable à la baisse de l'inflation au premier semestre, il y a une saisonnalité assez forte. Moi, là, j'ai pas du tout envie de jouer les taux. Alors, j'ai pas envie d'être short parce que les chiffres macro vont continuer probablement à être décevoir, mais j'ai pas du tout envie d'être long non plus. Le seul endroit où je me sens bien, c'est le cours en Europe, donc du 2 ans autour d'eux. Très bien là, ça bouge pas trop, la BCE est là en support. Et puis vous rajoutez un spread crédit, vous avez un portage, ce qu'on appelle le carry roll down, c'est fantastique, vous faites des choses superbes. Très bien. Bon, carry qui reste pour vous, le crédit qui reste pour vous un sweet spot en Europe notamment, sur la logique d'investissement, là, qu'est-ce qui vous intéresse, Delphine? Comment on profite de ce moment européen? Moi, c'est ça que j'ai envie de comprendre après une séance comme aujourd'hui encore. Alors, on est forcément positionné en tant qu'Européens sur l'Europe. Nous, on ne renie pas les États-Unis, malgré tout. Là, on en a même rajouté. On a touché la moyenne des 200 jours sur les États-Unis. Donc, on a rajouté un petit peu. Le renversement des Trump trades, déjà, c'est pour vous, il y a peut-être un moment de décision à prendre, là. Voilà. Donc, en fait, dans la construction de portefeuille, on est d'accord qu'il y a... tout n'est pas très clair aujourd'hui et vraiment bien heureux celui qui a une vision très limpide très de la situation. Donc finalement dans la construction de portefeuille, là on a plutôt une construction de portefeuille, on remonte la duration. D'accord. Mais on a aussi un mix entre duration européenne et américaine, parce que de toute façon, il y aura un flight to quality, et même aux États-Unis, bon là, les taux baissent pour d'autres raisons, mais s'il y a des risques sur la croissance, évidemment, les taux vont baisser. Alors évidemment, si c'est la stagflation, c'est un peu plus compliqué. Globalement, on se dit qu'à un moment donné, ça va tellement vite qu'on va passer du risque d'inflation au risque de récession, et probablement on aura ce flight to quality. Donc, en fait, un portefeuille diversifié avec évidemment de l'Europe, et puis sur les États-Unis encore tout n'est pas mauvais. Les banques, elles font quasiment 10%. Les banques marchent bien aussi. Hier, ça a été douloureux. Hier, ça peut revenir. Mais globalement, ça reste quand même plutôt bien orienté. On est toujours, nous,
on a un petit biais émergent. Alors peut-être parce Ah bah qu'on est oui, habitué. vous rentrez d'Asie, moi ça Nous, m'intéresse. voilà, J'allais on vous est parler de toujours- la on Chine. est toujours Si vous un ne m'en petit parliez biais pas, Chine. j'allais vous en On parler. a toujours un petit biais Bah, Chine. il paye en ce moment le biais Chine. Ah, il paye, donc qu'on garde Ouais. et qui reste présent dans tous les portefeuilles. Ouais. Et là pour le coup, voilà. Donc un peu d'indexé inflation, de la duration. Bon, voilà. Ils sont confiants Et sur de leur l'or. marché chinois en Chine? Alors ils sont très confiants. Très sur- confiants sur la PBOC. Bah, ça devait pas être la même ambiance il y a 3 ou 6 mois quand même. C'était toujours la même ambiance. Ah bon, c'est vrai, ils sont toujours confiants. D'accord, bon, ok. Oui. Toujours c'est ça. confiants. Non, Bon. 3 mois. 6 mois, il y a eu un petit doute. Ouais. Il y a 3 mois. Moi, j'ai eu des gens Il y a sur 3 place mois, qui et- revenaient en me Non, non, disant et 3 mois, j'ai vu des moi, investisseurs chinois, ils sont plus déprimés encore que les investisseurs européens. Ça C'est ce qu'on me racontait. Donc, Non, ça remonte. il y a 6 mois en arrière. Donc plutôt positif sur l'Asie, notamment la Chine, mais globalement l'Asie, c'est là où on est positionné. Et puis bon, on va voir aussi les effets de des premières annonces là. Ouais. On a eu. Moi, je retiens 4% de déficit. Ouais, 4% c'est de déjà- déficit, 5% de croissance. Oui, bah, les 5% de croissance toujours, mais là, il faudra 4% de déficit pour arriver à 5% de croissance. Oui, ensuite, il y a un hiatus qui se comble depuis de quelques jours mais entre les H, la techno et les A. Hein. Je veux dire, les A, ne bougez pas, c'est 6%. Donc A, c'est le marché de Shanghai, par exemple. Interne, et H, c'est en oui, Hong Kong. beaucoup plus techno, voilà. Donc c'est les Américains qui achetaient aussi la technologie chinoise via Ouais. Hong Kong, hein, parce qu'on a vu quand même le marché chinois H monter pendant l'année lunaire, alors que tout Et donc était là, c'est des investisseurs domestiques qui sortent des actions A pour acheter le marché de Hong Kong. Oui, il y a eu des stands DeepSeek et donc voilà. Mais en tout cas, il y a sur le marché chinois jusqu'à présent et aujourd'hui ça bouge un peu puisqu'on voit les A monter un peu plus. On avait quand même un marché interne chinois, Ah oui. tout ce qui était complètement éteint et la techno via Hong Kong et les Américains qui montaient bien en disant c'est la même chose, bah tout ça, voilà. Ça c'était la vision chinoise. Donc juste précision. Stratégie, je pense que aujourd'hui on a une équipe Trump et bon nous on reste centré sur les États-Unis parce que effectivement qui mène une stratégie de refroidissement contrôlé qui vu l'équipe et le fait qu'on ait une économie comme très très chaude au démarrage peut déraper à tout moment et basculer à un moment dans Aller dans le beaucoup plus froid que ce qu'on l'alerte de la ce qu'on croissance. aurait voulu. D'accord. Voilà, donc ça c'est le risque majeur pour nous, c'est qu'à un moment ça dérape. En attendant, on a la duration américaine et on achète tout ce qu'on entend parce qu'il était 100% américain l'année dernière. Et là, on a quasiment 2/3 entre la Chine et l'Europe. On a basculé. action Oui, en action. On a basculé complètement. Nous, on avait théorisé ça dans le Trump 2.0. Ce qu'on n'avait pas théorisé, oublié, c'est vraiment le décalage sur les taux. Là, c'est de la surprise. Parce que nous, on avait vu la fin de l'exceptionnisme américain et le fait que Trump 2.0 serait avant tout plus de contrôle de l'inflation que Trump 1.0. Donc ça, on disait que les actions non européennes allaient faire mieux probablement que les actions américaines. Par contre, c'est clair que le décalage taux allemand et US, ou la reconvergence de enfin, des il y taux. a du chemin, mais le fait que ce qui se passe là, c'est sûr que c'était quelque chose qu'on n'avait pas vraiment pas vu. Pas dans les cartes. On n'avait pas dans les cartes. Ça, c'est pas la big card comme disent les Américains. On n'avait pas vu, donc on va s'adapter à ça et donc privilégier probablement. Aujourd'hui, on a plus de perspectives sur la duration américaine à contrôler en termes de rémunération et en termes de perspectives. Et donc plutôt baissier dollar aussi là. Mais c'est oui, c'est le retour. Ouais. Trump de nous, ce qu'on avait théorisé sur Trump 2.0, c'est fin d'exceptionnalisme américain, donc baisse du dollar, surperformance des actions non américaines et baisse des taux. Ce qui s'est vérifié aux États-Unis, mais qui se vérifie pas du tout en Europe. En Oui, Europe. y a Et ça, pas c'est la ce- surprise qu'on avait dans notre scénario. Ils ont dit c'est par sympathie. Bah là, il n'y a pas de sympathie entre les taux européens et les taux américains. C'est cohérent. Mais c'est vraiment, franchement, venu, pas de nulle part, mais enfin, c'est venu de l'Ukraine, c'est venu de plein de choses, de l'OTAN, enfin voilà. C'est vraiment un peu la surprise du chef de ce début de trimestre pour nous, de faire. Mais pour le reste, ça nous paraît, il y avait trop d'attentes par rapport à Trump, et là, aujourd'hui, c'est la correction de ces attentes. Bon, bah voilà, c'était la journée de l'Europe, en tout cas aujourd'hui. Merci à vous trois d'avoir participé à cette émission. Gilles Etcheberry-Garay, président et directeur des investissements de Elcano Asset Management, Étienne Gorgeon, responsable de l'activité obligataire de Sanso Longchamp Asset Management et Delphine Di Pidio-Tiger, responsable monde de l'asset management chez Indo-Suez Wealth Management.